Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bienvenue fidèles auditeurs et auditrices de la RPA sur rendez-vous d'actualité de ce samedi 29 mai 2021. À la présentation, on est dit M. Chimaguizé, d'abord les grands titres. Les habitants de la zone Nyakabiga à mairie de Bujumbura dénoncent le détournement du cycle qui leur était destiné. Même situation en commune Kayokwe de la province Mwaro où ce produit serait emporté la nuit pendant les heures avancées. Le dysfonctionnement des services habilités pour le dépistage à la COVID-19 serait le principal facteur d'une baisse progressive du taux de dépistage de cette pandémie ces derniers jours au Burundi. Les réfugiés burundais du Kadunduta en Tanzanie ayant des maladies chroniques ne bénéficient plus de médicaments depuis 3 mois. Et puis au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlerons des méfaits du tabac. Voilà pour le sommaire. Sécurité d'abord. La situation n'est toujours pas revenue à la normale en mairie de Bujumbura après les récentes attaques à la grenade qui ont coûté la vie à 7 personnes. Les habitants de Bujumbura disent que pour le moment, la police ne cesse de faire des fouilles dans les quartiers et vérifier à chaque fois les identités des passagers. Le point avec Emma Benishim. 4 jours après les attaques à la grenade perpétrées par les différents endroits de la mairie de Bujumbura, les tensions persistent toujours. Cela se marque dans certaines activités inhabituelles de la police. Alors que l'attention des agents de l'ordre était captée par le port de masque, actuellement, ce sont des cartes d'identité qui sont demandées aux passagers dans les bus. Une activité qui avait presque abandonnée par la police. Cet habitant témoigne. Actuellement, la police a repris la vérification systématique des cartes d'identité. Tous les passagers des bus sont contrôlés. Pour le moment, les masques de lutter contre la COVID-19 importent peu. On ne vérifie plus si les passagers portent des masques. La police demande les cartes d'identité seulement. La plupart des personnes qui exercent à la mairie de Bujumbura rentrent chez eux très tôt depuis les récentes attaques. Certains disent même qu'ils ne s'aventurent plus en dehors de leur domicile après 20 heures. À présent, nous rentrons très tôt car nous avons été traumatisés par ces grenades. Comment on peut lancer des grenades en plein milieu de personnes innocentes? Pour le moment, il n'est pas fréquent de voir des gens circuler en centre-ville à 20 heures. Ça faisait longtemps qu'une telle situation ne s'était présentée. Tout le monde a peur. L'autre constat est en rapport avec les opérations de fouille perquisition dans les ménages. En principe, cela se faisait au cours de la semaine et non les week-ends. L'exemple le plus illustratif est celui du quartier Nyakabiga 3 où la police avait encerclé tout le quartier très tôt le matin de ce samedi et personne n'avait le droit de sortir. Cet habitant de la place témoigne. Nous avons été réveillés par la police très tôt le matin. Elle a toqué sur nos portes et nous a obligés d'ouvrir. Un ordre auquel nous avons obtempéré. Une fois à l'intérieur, les policiers ont minutieusement vérifié les cahiers de ménage. Celui qui ne figurait pas était directement embarqué. C'est la première fois qu'ils viennent fouiller pendant le week-end. En plus, personne n'était autorisé à sortir avant la fin de la fouille. Les sources de la RPA indiquent qu'actuellement, les files des gens qui attendent les bus sur les parkings sont quasi inexistantes. Les gens préfèrent rentrer à pied, surtout que les policiers les marmènent souvent sous prétexte qu'ils essaient de rétablir l'ordre. Eh bien, merci à toi, aimable Nishim. Le gouvernement du Burundi se réjouit de son retour sur la scène internationale et se dit prêt à s'investir pour le retour à la paix en Afrique centrale. Déclaration faite ce vendredi par Albert Shingiro, le ministre burundais des Affaires étrangères, à l'issue de la 51e réunion ministérielle du comité consultatif permanent chargé des questions de sécurité en Afrique centrale.
Albert Shingiro affirme que le Burundi fera tout pour combattre l'insécurité en République centrafricaine et au Tchad, ainsi que le terrorisme. Suivez plutôt Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous venons de clôturer avec succès retentissant la 51e réunion ministérielle du comité consultatif permanent chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Comme vous le savez, c'est la première fois que le Burundi accueille une réunion de cette dimension depuis 2015. De 2015 à 2020, une période pendant laquelle le Burundi a connu des turbulences politiques, mais aussi une agression politico-diplomatique de certains acteurs étrangers. Je peux dire que maintenant le Burundi revient graduellement sur la scène régionale et sur la scène internationale. Le Burundi retourne dans sa place. Donc cette réunion vient de se clôturer avec succès, je le disais. Nous avons abordé tout naturellement des questions de paix et de sécurité dans la sous-région. Et en commençant par la situation en République centrafricaine et au Tchad, nous avons analysé, examiné les deux situations en profondeur entre les États membres. Nous avons soutenu ces pays et nous sommes engagés de les soutenir pour que la situation dans leur pays, la situation de paix et de sécurité puisse s'améliorer sensiblement. Nous avons aussi passé en revue les questions du terrorisme sur terre, terrorisme sur mer, ce qu'on appelle la piraterie maritime dans notre sous-région. Nous terminons cette réunion avec un esprit de solidarité entre les États membres et nous pensons que le sommet qui s'annonce la semaine prochaine sur la situation au Tchad sera aussi couronné de succès. Nous allons transmettre à nos chefs d'État les résolutions de cette rencontre qui vont servir de base de discussion lors du sommet sur la République du Tchad à Brazzaville le 4 juin prochain. Bien évidemment, je ne peux pas oublier que le Burundi est honoré de prendre la présidence de ce comité pendant 6 mois. Nous avons les ressources nécessaires au sein de notre ministère pour pouvoir mener à bien notre mission. La réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé de questions de sécurité en Afrique centrale s'est tenue du 24 au 29 mai à Bujumbura sous la présidence du Burundi. Pour rappel, au lendemain de l'ouverture de cette réunion, des attaques simultanées à la grenade ont été perpétrées dans différents sites fréquentés de cette même ville de Bujumbura, faisant ainsi plusieurs morts et blessés au sein de la population civile. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a par la suite qualifié ces attaques d'actes de terrorisme par jet de grenade. Courte pause, on poursuit avec la page gouvernance. Distribution déloyale de plusieurs sacs de sucre ce vendredi en zone Nyakabiga de la commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. Les habitants de la localité font savoir qu'ils sont rentrés bredouilles après que le sucre leur destiné a été embarqué à bord d'un véhicule qui appartiendrait au service des renseignements. Eloge Kwizera nous fait le point. Ce véhicule dont parle la population de Nyakabiga était de type pick-up d'immatriculation E0D91A. Un véhicule qui serait du service national de renseignement d'après les habitants de cette localité. Alors qu'il faisait la queue devant une boutique de la 10e avenue au quartier 3, attendant le retour pour pouvoir acheter le sucre, le dit véhicule est arrivé. Il a été chargé de plusieurs sacs de sucre avant de repartir. Ce témoin qui les raconte. La distribution se déroulait à la normale. Tout d'un coup, des hommes à bord d'un véhicule aux vitres fumées ont débarqué. Les véhicules du service des renseignements sont identiques et très facilement identifiables. Le chauffeur et une autre personne ne sont pas sortis du véhicule. Des portefaix ont alors embarqué 50 sacs de sucre sous mes yeux. Ils se sont par la suite dirigés vers Kamenge. Les habitants de la zone dénoncent que ce détournement du sucre et les destinés s'est opéré en présence des administratifs de la zone et des agents de la police qui supervisaient cette distribution. La majeure partie des citoyens sont donc rentrés sans être servis. La distribution a été dirigée par le chef de cellule de la 10e avenue et c'est le chef du parti CNDD à Nyakabiga qui recevait l'argent. Beaucoup de personnes n'ont pas reçu le sucre qu'ils escomptaient recevoir. Le chef du parti CNDD-FDD leur avait dit que le stock était à sec et qu'ils seront servis le lendemain. Le véhicule avait tout emporté sans même que les policiers n'interviennent. La situation était au moment où cette denrée est devenue ces derniers jours de plus en plus rare dans tout le pays. La police qui était présente sur ces lieux affirme être à la recherche de ceux qui détournent ce cycle
Et pour quel usage? Contacté à ce propos, le porte-parole de la police, Pierre Quirquier, n'a pas voulu nous parler. Toujours à ce chapitre, les habitants de la commune Kayokwe, province de Mwaro, dénoncent la distribution opaque du sucre dans cette commune. Le sucre y parvient souvent la nuit et au moment de la distribution, ils ne reçoivent qu'une très petite quantité comparativement à celle annoncée comme donnée à la commune. Le détail avec Francine Mahor. Les habitants de cette commune Kayokwe doutent de la transparence dans la distribution du sucre dans leur commune. Ils partent du cas de ce vendredi. Ils ont appris que la commune a reçu 10 tonnes de sucre, mais à leur grande surprise, très peu de quantité a été vendue le matin de ce samedi. Nous avons appris que notre commune a eu 10 tonnes, mais à la distribution, on ne voit même pas 1 tonne. Ils s'arrangent pour arriver la nuit et personne ne sait qui en bénéficie finalement. C'est cet approvisionnement nocturne qui renforce le doute de cette population de Kayokwe. Elle suspecte que ce sucre est distribué clandestinement durant la nuit à ceux qui le revendaient à un prix exorbitant. Ils apportent à chaque fois le sucre discrètement, mais nous ne savons jamais la quantité réelle qui nous a été envoyée car ils arrivent toujours la nuit. Ils nous feintent avec de petites quantités. Par après, on voit certains commerçants le vendre à un prix trop élevé, entre 5 000 et 6 000 le kilo. Et même là, ils le vendent à des gens en qui ils ont confiance qu'ils ne le trahiraient pas. Les habitants de la commune Kayokwe sollicitent l'intervention de l'administrateur de Kayokwe et du gouverneur de la province Moire pour faire respecter les droits. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Atungimana Honoré, administrateur de Kayokwe, ainsi que le gouverneur de Moalo, colonel Gassanzwe. Parlons éducation à présent. Les forces de l'ordre et de sécurité n'ont aucun rôle dans l'organisation et les activités du secteur de l'éducation au Burundi. Leur ingérence dans le système éducatif, comme ça a été le cas au lycée SOS de Bujumbura, prouve que le régime en place au Burundi est un régime dictatorial. Telle est du moins l'interprétation de l'expert en éducation, Libéran Hibashira Kandi. L'expert regrette en outre les conséquences de cet état de fait qu'il qualifie de dramatique. Le Burundi de demain risque d'être confié à de pires gestionnaires. Suivez plutôt professeur Libéran Hibashira Kandi. C'est triste, c'est regrettable, mais c'est tout simplement une preuve qu'au Burundi, il n'y a plus d'interdit en fait. Si le parent de cet enfant a joué un rôle dans cette tricherie, je lui dirais tout simplement qu'il n'est pas en train d'aider son fils. C'est un mauvais service. Revenons sur l'intervention de la police. Donc la police n'a aucun rôle, ne doit pas du tout intervenir dans le système éducatif burundais. La police n'a pas de place dans le secteur de l'éducation. Cela prouve que le Burundi est véritablement en état policier et les conséquences sont vraiment dramatiques. C'est tout simplement l'avenir du Burundi qui est hypothéqué. Vous comprendrez que le Burundi n'a pas d'avenir. L'avenir d'un pays, c'est l'éducation. Malheureusement, cette jeunesse qui sera gestionnaire de demain, ces jeunes n'auront aucune référence. Donc, ils continueront à tricher, à voler. Voilà, ils continueront le clientélisme, donner des faveurs qui ne sont pas justifiées à leurs camarades. Et voilà, l'avenir du Burundi sera hypothéqué par ce comportement des dignitaires d'aujourd'hui. Mercredi dernier, un des élèves de ce lycée SOS, candidat au concours national, a été attrapé en possession des réponses de l'examen de ce jour. Les surveillants qui l'avaient sanctionné ont été obligés à le laisser continuer l'examen par des policiers de l'API. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique démontre cette information. Dans une correspondance de ce vendredi, ce ministère fait savoir que le surveillant a voulu savoir pourquoi sur la copie de l'élève, il y avait une partie qui était retirée, raison pour laquelle il a fait sortir l'élève pour qu'il s'explique en évitant de déranger les autres. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique dit également qu'il n'y avait pas de policiers de l'API qui se sont rendus sur ce centre pour tenter de justifier cet élève. Dans cette correspondance, ce ministère affirme que 2 élèves du même centre de passation qui ont été sanctionnés l'ont été parce qu'ils ont triché.
Pour rappel, l'élève surpris en possession de la grille de correction de l'examen d'anglais est l'enfant de l'ex-ministre de l'Éducation, l'ambassadeur Gaspard Banyangimbona. Côté pause, nous poursuivons avec le chapitre économie. RPA. Les commerçants transfrontaliers de la République démocratique du Congo saluent la décision du gouvernement du Burundi d'ouvrir la frontière burundo-congolaise située à Gatumba. Ces commerçants demandent cependant au gouvernement des deux pays de bien veiller au respect des mesures de lutte contre la Covid-19 et spécifiquement au gouvernement burundais de bien assurer leur protection afin d'éviter les tracasseries policières qu'ils ont subies ces dernières années du côté du Burundi. Suivant plutôt Branko Bitakwira, président de l'association des petits commerçants congolais qui font le commerce transfrontalier. Nos petits commerçants de la République démocratique du Congo, avec la République du Burundi. Nous sommes très fiers de la décision du gouvernement du Burundi d'ouvrir la frontière de Gatumba le 1er juin 2021. C'est une assurance pour tous les petits commerçants et de la République démocratique du Congo, aussi bien que ceux du Burundi. Nous demandons au gouvernement de la RDC ainsi qu'au gouvernement du Burundi de bien assurer les contrôles sanitaires sur le Covid-19, de disponibiliser l'équipe disponible pour que les pays ne soient pas endeuillés par le Covid-19, qui est devenu un ennemi commun. Nous demandons au gouvernement de bien disponibiliser les spécialistes en santé publique, de bien assurer la sécurité sanitaire au niveau de la frontière, de bien disponibiliser l'équipe disponible de détection ainsi que d'autres matériels pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Nous savons qu'il y a maintenant les petits commerçants, sur plus de 6 000 petits commerçants transfrontaliers identifiés dans le territoire ville d'Ophira, ainsi que ses environs comme le territoire de Fizi et Kamanyola, qui font le commerce transfrontalier, ainsi que 20 000 petits commerçants transfrontaliers non identifiés, ici et là, devront rejoindre le processus d'identification et jouir le trafic transfrontalier dans les normes du commissariat. Sollicitons aussi au gouvernement du Burundi de bien assurer la sécurité des petits commerçants transfrontaliers et surtout ceux de la RDC. Car nous savons très bien qu'ils ont subi beaucoup de tracasseries policières, administratives au niveau du Burundi. Nous ne cesserons jamais de solliciter la libre circulation des biens et des personnes au niveau de la migration. Ensuite, nous ne limiterons jamais sur la frontière de Gatumba et Kamivira, mais aussi Vugizo, Kiliba, Nyamoma, Chibitoki et d'autres pistes qui peuvent faciliter la libre circulation des biens et des personnes en tenant compte de la sécurité transfrontalière. Mettons l'accent sur le respect de l'être humain devant primer sur nos intérêts étant gouvernement. Cette frontière burundo-congolaise sera ouverte mardi de la semaine prochaine, le 1er juin. Cette frontière, comme d'autres qui relient le Burundi à la RDC et au Rwanda, ont été fermées en avril 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Burundi. Ce serait la première frontière à être rouverte. En parlant justement de Covid-19, il s'observe une baisse progressive de taux de dépistage à la Covid-19 au Burundi. Le rapport du ministère de la Santé note que cette baisse remonte de mi-avril cette année. Le dysfonctionnement des services habilités en serait une des principales causes. Les détails avec Daniel Claire et la Trompe. Les performances en termes de taux de dépistage hebdomadaire ont continué de baisser depuis la fin de la campagne de dépistage systématique des élèves et enseignants. La campagne avait été menée au retour des congés de Pâques le 12 avril 2021. C'est ce qu'on peut lire dans le rapport du ministère de la Santé publié ce 26 mai. Cette baisse, selon un membre du personnel chargé de faire des tests, serait due au désordre qui caractérise ce service.
urudubi mu bijyanye no gupima kubera ko uyu munsi murabyuka bakababwira yuko bazavugira igipimo cyo mu muhogo. Il règne un désordre dans le service de dépistage. Tantôt on fait des prélèvements dans la gorge, ce qui implique que le patient devra attendre 4 à 5 jours pour qu'il ait les résultats. Tantôt on fait des tests rapides et tu entends dire que les réactifs sont disponibles et que les résultats peuvent être disponibles en moins de 12 heures. C'est vraiment du n'importe quoi. On ne saurait même pas comment le décrire. Aujourd'hui, on pourrait dire que le problème des gens qui repartent sans avoir été dépistés ne se présente plus, puisque presque personne ne vient plus. Également, les sites de dépistage ont été réduits. C'est une situation qui nous inquiète. On a vraiment perdu le nord. Même les sites de dépistage ont été réduits. Par exemple, à mairie de Bujumbura, les sites qui restent fonctionnels sont celui du Bon Accueil et celui de Kanyosha. Le site de l'hôpital Roi Khaled et celui de l'hôpital Prince Régent Charles, initiés par le ministre de la Santé, n'ont jamais été opérationnels. De plus, il s'observe un certain relâchement dans la sensibilisation. Le nombre de ceux qui viennent pour le dépistage a baissé parce qu'il manque de la volonté, pas de sensibilisation. À une certaine période, les services chargés de sensibilisation sillonnaient les quartiers avec des haut-parleurs pour les sensibilisations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait plus où réside le problème. Selon le rapport de situation sur la réponse à la pandémie due au coronavirus publié le 26 mai, au total, le Burundi a réalisé environ 325 224 tests depuis le 31 mars 2020. En moyenne, toujours selon ce rapport, il a réalisé 1612 tests par jour depuis le mois de janvier 2021 contre 310 tests en moyenne par jour durant toute l'année 2020. La moyenne hebdomadaire du temps de dépistage au cours de l'année 2021, bien qu'ayant connu un grand progrès pour atteindre 8,5 tests pour 10 000 habitants, constate le rapport, reste en dessous du seuil de performance de la région OMS Afrique qui est de 10 tests pour 10 000. Santé toujours dans notre série de reportages sur l'insalubrité observée dans différents hôpitaux. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la situation qui prévaut à l'hôpital Prince Régent Charles. Faisant partie des plus grands hôpitaux que compte le pays, cette infrastructure sanitaire est caractérisée par une saleté notoire en grande partie, faute de gardes malades qui y ont presque élu domicile. Le reportage est signé Eric Nyonzima. L'hôpital Prince Régent Charles est localisé en mairie de Bujumbura et plus précisément en commune Mukaza. Érigé le long de l'avenue de l'hôpital, cet hôpital accueille des patients en provenance de tous les coins du pays. Et comme certains viennent des coins les plus reculés, les gardes malades optent pour rester à cet hôpital jusqu'à ce que les leurs se soient rétablis. Ils préparent eux-mêmes leurs repas et c'est des malades, une activité qui est à l'origine de la saleté qui s'observe au dit hôpital. Une source de la RPA témoigne. Les gardes malades préparent les aliments les avant-midi et les après-midi et laissent les épluchures des pommes de terre ou des bananes devant les locaux, sans oublier les restes de la braise. Même l'endroit où ils font la vaisselle est très sale. Les travailleurs de l'hôpital font le possible pour réduire cette insalubrité, mais en vain. Le manque d'hygiène s'observe également dans les toilettes de cet hôpital, lesquelles toilettes sont entourées de hautes herbes. À l'endroit où se trouve l'incinérateur de déchets, les herbes deviennent de plus en plus hautes car elles ne sont jamais coupées. La situation est identique tout le long des allées qui mènent vers les locaux de cet hôpital. Quant à la saleté des toilettes, elles les sont pareilles à cause du grand nombre de personnes qui les utilisent. Les patients qui se font soigner à cet hôpital demandent aux responsables de la santé à mairie de Bujumbura et à ceux de l'hôpital Prince Régent Charles de trouver solution à ce problème d'insalubrité pour le bien des patients. Eh bien, merci à toi, Eric Nyonzima, le réfugié burundais du camp d'Unduta en Tanzanie ayant des maladies chroniques ne bénéficie plus de médicaments depuis 3 mois. Des médicaments qui étaient fournis par l'organisation Médecins sans frontières.
Ces Burundais indiquent que cette situation ne fait qu'aggraver leur état de santé. 3 d'entre eux souffrant de l'asthme et ont déjà laissé la vie suite à ce manque de médicaments. Le point avec Gloria Canese. Ces Burundais réfugiés au camp de Nduta en Tanzanie, qui alertent pour leur santé, vivent avec des maladies chroniques telles le diabète, l'hypertension, l'asthme et l'épilepsie. Aucun d'eux ne bénéficie plus de médicaments de la part de l'ONG Médecins sans frontières depuis 3 mois. Une suspension dont ils ignorent encore les raisons. Les premiers requérants avaient reçu rendez-vous, mais ils ont passé tout un mois sans être servis. Ils sont par après retournés là-bas. Ils ont été diagnostiqués, mais n'ont pas non plus bénéficié de médicaments. Cela fait bientôt 3 mois que nous n'avons pas reçu de médicaments. Si nous y rendons, ils nous disent de revenir la semaine suivante, ainsi de suite. Ces réfugiés burundais regrettent que ce retard dans le traitement accentue leur vulnérabilité sanitaire et certains d'entre eux auraient même déjà succombé à ces maladies chroniques. Nous avons tellement peur car on a déjà enregistré plusieurs cas de décès. Par exemple, je connais personnellement 3 personnes qui sont mortes de l'asthme suite au manque de médicaments. Il y a également des épileptiques, des diabétiques et des hypertendus qui ont déjà trépassé. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les représentants de Médecins sans frontières affectés au camp de Nduta pour de plus amples informations sur cette suspension de la distribution de ces médicaments. Au mini-magazine au cœur de la société, aujourd'hui nous vous parlons des méfaits du tabac, comme nous sommes à la veille de la célébration de la journée mondiale anti-tabac. Au cœur de la société vous est présenté par Clarisse Irakoze. Au cœur de la société. La journée mondiale anti-tabac se célèbre dans 2 jours. S'engager à arrêter, c'est le thème retenu pour cette journée du 31 mai 2021. Une journée qui se célèbre au moment où un grand nombre de Burundais continuent de fumer la cigarette. Dans le magazine Au cœur de la société de ce 29 mai 2021, nous nous focalisons sur les méfaits du tabac pour les fumeurs. Clarisse Irakoze à la présentation. Bienvenue. Bienvenue encore une fois dans ce magazine de la synergie des médias. L'Organisation mondiale de la santé indique que 1,3 milliard de personnes fument du tabac dans le monde et pourtant les fumeurs s'exposent à de graves conséquences sanitaires. Dr Jean Manirakiza évoque d'abord les conséquences sur le cerveau et sur l'appareil respiratoire. Premièrement, au niveau du système nerveux central, quand on fume, la nicotine va directement au niveau du cerveau et on a une sensation d'avoir beaucoup d'énergie. Et donc, on est psychostimulé. Mais cette sensation ne va pas durer trop longtemps. Après quelques minutes ou quelques heures, on va se sentir encore trop fatigué, irrité, donc dépressé. Et on a envie d'en prendre encore. C'est pourquoi c'est trop difficile pour les fumeurs d'arrêter. Et au niveau de l'appareil respiratoire, quand on fume, le fumée va directement au niveau des poumons. Et donc, le poumon est endommagé, et ce qui va entraîner un risque augmenté d'avoir des infections pulmonaires et à répétition. Et on aura aussi un grand risque de développer des conditions chroniques non réversibles au niveau des poumons, telles que l'emphysème. L'emphysème, c'est une destruction des sacs aériens au niveau des poumons, mais aussi une bronchite chronique qui est une inflammation permanente qui affecte les bronches. Les bronches, ce sont des types respiratoires au niveau des poumons. Il y a aussi un grand risque de développer des pathologies chroniques obstructives pulmonaires, mais aussi sans oublier le cancer des poumons. La peau, les cheveux et les ongles sont également affectés selon Dr Jean Manirakiza. Dr Jean Manirakiza explique qu'il y a d'autres conséquences liées à l'endommagement des vaisseaux sanguins. La nicotine est connue causer un rétrécissement des vaisseaux sanguins, et donc avec ce rétrécissement, le sang ne va plus couler normalement, et on va développer des pathologies qu'on appelle des maladies artérielles périphériques. Et donc cette augmentation de la pression sanguine au niveau des vaisseaux, avec l'affaiblissement des vaisseaux sanguins, il y aura un grand risque de développer des caillots sanguins. Et tout ça combiné, il y aura un grand risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Au niveau des tegments, c'est-à-dire la peau, les cheveux et les ongles, il y a un grand changement au niveau de la peau.
le système immunitaire au niveau de la peau avec la fumée, c'est désorganisé au niveau structural et donc il y a un grand risque de développer des cancers de la peau, communément appelés des carcinomes squameuses. Mais aussi, les ongles ne sont pas épargnés. Au niveau des ongles, le système immunitaire est désorganisé et donc il y aura un grand risque de développer des infections mycosiques au niveau des ongles. Mais aussi, au niveau des cheveux, la nicotine est connue être à la cause d'une perte de cheveux ou de développer un chauve prématurément. De même chose, on développe des cheveux blancs à un âge relativement trop jeune. Et au niveau de l'appareil digestif, c'est-à-dire au niveau de la bouche, la gorge, l'œsophage, l'estomac, le pancréas, les intestins, il y a un grand risque de développer un cancer à un des organes du type digestif. Qui s'expose le plus entre les consommateurs du tabac local et ceux qui consomment le tabac industriel? C'est l'autre question à laquelle Dr Jean-Manila Kidza a répondu. Bon, premièrement, tous sont exposés, mais celui qui est le plus exposé, c'est celui qui fume le tabac dit moderne. Parce que, à ce qu'on expliquait avant, pour fabriquer du tabac, il y a le tabac qu'on trouve dans le champ, mais au niveau de l'industrie, on va ajouter d'autres substances pour question de marché. Et toutes ces substances ont des effets sur la santé. Si on ajoute une substance pour la saveur, ou une substance pour la texture, ou une substance pour la conservation, toutes ces substances ne sont pas donc anodines. C'est nocif pour la santé. Et donc, la seule différence, c'est ça. Ils sont tous exposés au méfait du tabac, mais celui qui consomme le tabac moderne, il est trop exposé parce que à côté du tabac qu'on connaît, il va aussi prendre des substances nocives qui ont été utilisées pour la conservation, pour le saveur et autre chose. Et donc, le tabac moderne est plus nocif que le tabac traditionnel, mais tous les deux sont nocifs. Les non-fumeurs qui s'exposent à la fumée subissent également des conséquences liées au tabac. L'OMS signale que plus de la moitié des consommateurs affichent leur souhait d'arrêter de fumer, mais que seulement 30% ont accès aux outils qui peuvent les aider à surmonter leur dépendance physique et mentale au tabac. Voilà, c'est par là que nous mettons fin au magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Clarisse Lacauzé. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Eh bien, merci à toi, Clarisse Irakozé. Merci, mesdames et messieurs, pour votre aimable écoute. C'est parti que prend fait ce journal. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. Nezime de Shimagizé qui était avec vous au micro. Je vous souhaite de passer un bon week-end.